Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah. Et par moi, Solène. Bonne écoute. Dans cet épisode, on souhaite discuter des troubles du comportement alimentaire, qu'on appelle aussi TCA, et de tous les clichés qui entourent ces troubles. Avec nous aujourd'hui pour en parler, on a la chance d'accueillir Sonia Souter. Sonia, vous êtes psychologue psychothérapeute orientée en thérapie cognitivo-comportementale. Vous avez travaillé de nombreuses années en milieu hospitalier auprès de patientes souffrant de TCA et dans des cliniques spécialisées dans le traitement de l'obésité. Vous pratiquez en tant que psychothérapeute depuis maintenant plus de 10 ans. Vous avez coordonné le programme TRAM au sein du réseau fribourgeois de santé mentale pendant près de 4 ans. Pour préciser, TRAM, ça signifie thérapie de régulation de l'alimentation et modulation des émotions. C'est un programme complet qui propose différentes offres thérapeutiques conduit par une équipe de professionnels de la santé. Et le contenu du groupe est basé plutôt sur des programmes spécialisés et validés qui visent la régulation des comportements alimentaires. Il est destiné à toute personne dès l'âge de 16 ans souffrant de leur habitude alimentaire inadaptée ou ayant une suspicion de TCA ou même un diagnostic avéré. Voilà, du coup, bonjour Sonia et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast. Merci de l'invitation, avec plaisir. Donc pour commencer, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, c'est quand même plutôt large. Les gens ont souvent tendance à penser que ça parle seulement d'anorexie. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que ça englobe et en quoi consistent réellement les TCA? Alors les TCA, déjà, c'est l'abréviation, ça veut dire trouble du comportement alimentaire ou trouble des conduites alimentaires. L'anorexie est un peu la maladie qui résumerait, si on veut bien, les TCA, mais c'est que la pointe de l'iceberg, finalement. C'est beaucoup plus vaste, plus large que cela. Donc je vais peut-être parler des différentes catégories, classifications qu'on retrouve dans ce grand ensemble des TCA. Donc il y a en premier lieu effectivement l'anorexie mentale qui est peut-être la plus connue. Ensuite, il y a la boulimie qui est une autre classe de troubles. Et puis l'hyperphagie boulimique qui est aussi connue sous le nom de binge eating disorder en anglais. Et puis dans une autre, il y a encore une toute dernière classification qui est des troubles plutôt spécifiques, atypiques des troubles du comportement alimentaire qu'on ne retrouve pas de manière fréquente dans la population, en tout cas de ces personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. D'accord, donc on comprend bien que ça peut être sous plusieurs formes, un trouble du comportement alimentaire. Et au final, qu'est-ce qui fait que ce soit réellement un trouble et pas juste un comportement alimentaire différent? Alors, ce qui est reconnu comme un trouble, c'est qu'il y a plusieurs critères qui doivent être remplis. Je dirais la toute première, c'est que la personne devant soi souffre de ces différents comportements, que ça soit en termes d'isolement, en termes de difficultés sociales, en termes de communication, en termes de qualité de vie, souffre aussi dans différents domaines. Donc la souffrance, ça reste quand même un critère premier. Ensuite, il y a tous ces comportements alimentaires qui sont inadaptés, inappropriés, qui perturbent énormément de choses, autant au niveau psychique que physique. On sait que les troubles du comportement alimentaire peuvent avoir un impact sur les organes, sur le corps de manière générale, surtout en termes de dénutrition, mais aussi forcément en termes de problématiques, par exemple liées à l'obésité, le diabète, cholestérol, toutes ces comorbidités somatiques, finalement, peuvent être parfois en lien avec un surpoids ou un trouble lié à l'obésité. Donc, il y a plusieurs critères, mais c'est vrai que si je me rappelle un petit peu les différents critères, on sait que, par exemple, pour l'anorexie mentale, là, il y a la souffrance, bien entendu, qui n'est pas visible, mais qui est tout le temps là, envahissante, parfois très difficile à gérer. Mais il y a aussi parfois pour l'anorexie mentale des peurs intenses liées à la prise de poids. C'est-à-dire que la personne a vraiment très, très peur de grossir. Elle présente des comportements persistants allant à l'encontre, de la prise de poids.
Et puis finalement, on sait aussi, et ça c'est ce qu'on observe, très régulièrement, c'est de là parfois aussi que se développe un trouble du comportement alimentaire, c'est qu'il y a une altération, de la perception du poids. C'est-à-dire une image du corps, une image de soi qui est perturbée. Pour les autres, catégories, on dira des TCA. Là, pour la boulimie, on sait qu'il y a une survenue récurrente de crise avec une claire perte de contrôle, des comportements alimentaires et puis s'ensuit, des comportements qu'on appelle compensatoires pour prévenir, la prise, de poids. Ça peut passer par des vomissements, la prise de laxatifs, des comportements restrictifs, par le jeûne, par de l'hyperactivité physique et puis ces crises doivent quand même avoir lieu au minimum une fois par semaine pendant 3 mois. La plupart des patients que j'ai eu accompagnés, il s'agissait, plus régulièrement de 2 à 3 crises par semaine. Ça, je dirais que c'est plutôt la moyenne que j'ai pu, observer, entendre et donc ça peut être suffisamment handicapant, voilà. Et c'est aussi pour ça que ça mérite finalement un accompagnement et puis que les patients ne se sentent plus seuls avec finalement ces difficultés-là. Je termine par le binge eating disorder, la 3e catégorie dont j'ai parlé, c'est l'hyperphagie boulimique. Là, il s'agit aussi de survenues récurrentes de crise avec toujours cette perte de contrôle, mais cette fois, qui n'est pas suivie de comportements compensatoires. Donc ça peut être une ingestion en très peu de temps d'une certaine quantité de nourriture, jusqu'à un certain inconfort au niveau digestif. Ça peut être aussi, pas forcément en lien avec de la faim ou le fait d'être rassasié, hein, ça va au-delà de tout cela. Ça peut être aussi des consommations, ou des ingestions, nocturnes, hein. C'est aussi ce qu'on retrouve parfois, chez certaines personnes. Donc ça n'agit pas que la journée, mais ça peut aussi apparaître la nuit. Et puis, je dirais que dans toutes ces 3 catégories, en plus de la souffrance, je dirais qu'au niveau émotionnel, ça génère énormément de culpabilité, de honte. Ce qui fait que parfois c'est compliqué d'en parler, à son entourage, à ses proches, voire même aux professionnels de la santé. Par rapport à l'image du corps, parce que ça, c'est très, 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 très important, c'est que dans ces 3 catégories, il y a toujours une perturbation de l'image du corps, de l'image de soi, plus en profondeur de l'identité finalement, hein, personnelle de la personne. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une estime de soi qui est souvent très basse, que, la confiance en soi est forcément aussi très basse. Donc ça, ce sont toutes des pistes de travail finalement pour, essayer de rétablir un certain équilibre, une certaine normalité dans ce que peuvent vivre les patients, au quotidien. D'accord, merci beaucoup pour la précision. On avait envie de discuter, de commencer par un cliché, peut-être que vous avez déjà entendu dans votre pratique, c'est que les TCA, ça concerne que les filles. Alors effectivement, c'est ce qu'on peut croire comme ça, Mmh. hein, d'emblée, mais effectivement, les études scientifiques nous disent quand même il y a quand même une grande majorité de femmes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, mais les hommes sont aussi impliqués. Pour preuve, il y a une étude qui a été faite, par l'Office fédéral, de la santé publique, à Berne en 2010. C'était déjà un petit moment, mais ça donne déjà quelques repères au niveau des pourcentages. On retrouve en tout cas chez les femmes, pour ce qui est de l'anorexie, en tout cas en 2010, on trouve un pourcentage de 1,2. Pour ce qui était de la boulimie, donc c'est deuxième classe, de troubles du comportement alimentaire, 2,4. Et puis pour tout ce qui était de l'hyperphagie boulimie, on était là à 2,4, en tout cas pour les femmes. Ce qui était pour les hommes, ça existe, hein, bien entendu, sauf que c'est peut-être moins visible. Les hommes consultent moins pour différentes raisons, mais on obtenait des pourcentages, quasiment 6 fois moins que chez les femmes pour l'anorexie, plus ou moins 3 fois moins en tout cas pour ce qui est de la boulimie et la même chose pour l'hyperphagie boulimie ou le binge eating disorder. Mais on sait que s'il y a une augmentation quand même, des diagnostics qui sont posés chez les hommes. On n'a malheureusement pas tellement d'études actuellement en Suisse qui nous montrent cette tendance. C'est plutôt des rapports tirés de différentes observations des professionnels de la santé qui nous disent qu'il y a une augmentation. Par exemple, aux États-Unis, en 2020, on donnait à peu près 4% des hommes qui souffrent des troubles du comportement alimentaire. Donc on se retrouve quand même avec 4 fois plus que ce qu'on trouvait en 2010 en Suisse. Donc à la fois, c'était, en tout cas selon les chiffres de 2010, plutôt le cas que c'était plutôt quelque chose de présent chez les filles, Mmh. mais on se rend compte qu'il y a aussi un biais, que les hommes ne veulent pas forcément aller consulter, ne vont pas forcément se faire diagnostiquer, donc il y a un peu des 2, vous diriez? Oui, il y a plusieurs raisons. Je pense que les hommes sont
ont une tendance moins marquée à consulter parce que consulter, ça veut dire faire preuve de fragilité, de faiblesse, alors qu'un homme dans notre société actuelle doit se montrer fort, doit se montrer, aussi fort physiquement, autant psychiquement que physiquement. On le voit, hein, l'intérêt des hommes dans les troubles du comportement alimentaire, ce qu'on observe le plus, c'est cette recherche de masculinité, de modeler le corps un maximum pour retrouver des muscles saillants, avoir de plus en plus de volume. On sait aussi que les jeunes hommes ont tendance à, bien sûr, à modifier leur comportement alimentaire, à être davantage dans la restriction alimentaire. Aussi, ce qui est peut-être un peu différent de chez les femmes, à consommer davantage de stéroïdes, de laxatifs, de médicaments qui les aideraient finalement à être dans cette restriction alimentaire. C'est vrai que ça me fait penser directement à un autre stéréotype qu'on entend souvent pour, les troubles du comportement alimentaire, c'est que souvent c'est un manque de volonté. Les personnes, elles pourraient juste vouloir manger plus et ça irait mieux ou alors, vouloir, arrêter de manger trop et que ça serait suffisant. Qu'est-ce qu'il en est de la réalité? Alors si seulement c'était aussi simple que ça, hein. Malheureusement, la maladie exerce un certain pouvoir sur les patients. Il s'agit d'une maladie psychique comme la dépression, comme l'anxiété, comme la schizophrénie. C'est une maladie qui est d'origine multifactorielle, qui est multiforme, qui touche à n'importe quel âge finalement de la vie, hein. On sait que certains enfants présentent déjà des troubles du comportement alimentaire, hein. On nomme souvent l'adolescence comme une phase, une période de vie où l'on observe une apparition plus importante de ces troubles. Mais aujourd'hui, malheureusement, les troubles se manifestent bien avant l'adolescence ou la préadolescence. J'ai aussi eu accompagné des patientes qui, à la retraite ou entre 65 et 70 ans, souhaitaient enfin prendre soin de leur santé et puis travailler au niveau de leur comportement alimentaire, changer certaines difficultés qui étaient en lien avec leur alimentation. Mais non, il ne s'agit pas que d'une histoire de volonté, les patients sont plutôt victimes finalement de la maladie. Dès que les premiers symptômes sont là, l'idée ce serait d'être le plus rapidement, pris en charge, que ces symptômes soient détectés et que finalement, la maladie ne prenne pas plus d'ampleur. Maintenant, de mes expériences et de ce que dit la littérature, les patients, veulent vraiment guérir. Il s'agit d'une maladie dont on souffre au quotidien, qui peut parfois prendre du temps à guérir, mais les efforts sont là. Malgré parfois des phases d'ambivalence qu'on entend, qu'on retrouve, hein, comme nous, tout un chacun, c'est difficile sur un marathon de ne pas perdre de temps en temps de vue la destination, de perdre parfois la motivation. Mais c'est vrai que, la plupart des gens, quand ils viennent, nous voir en tant que professionnels de la santé, c'est qu'ils ont déjà fait un énorme pas, hein. Le premier pas est souvent le plus difficile. Une fois que les premières séances sont là, qu'on a pu poser des objectifs, là, je pense que le plus gros du travail, il est fait. N'empêche que l'ambivalence peut arriver à n'importe Mmh. quel moment, de la psychothérapie, bien entendu. Et il faut pouvoir aussi en parler, autour de cela et puis normaliser le fait que, ça puisse arriver. Maintenant, le travail pour traiter et guérir des troubles du comportement alimentaire, il est lent, il prend du temps, il faut être patient, persévérant. Donc ce sont plutôt des hommes et des femmes plutôt courageuses, j'aurais envie de dire, que parfois, pour lesquels je suis très admirative de leur persévérance, de leur régularité à venir aux séances, qui avancent pas à pas, hein. C'est aussi, souvent un des motos de mes collègues, diététiciens et diététiciennes. C'est-à-dire que petit à petit, en faisant des petites modifications, il est possible d'arriver à des résultats. Mais c'est vrai qu'il y a pas de baguette magique comme dans tout travail, qu'on peut, entamer en psychothérapie ou de manière thérapeutique, en général. Ça rejoint un peu ce que vous disiez par rapport aux symptômes, mais il y a un autre cliché qui vient, c'est que les TCA, ça se voit forcément sur le corps, c'est-à-dire on est trop maigre, on est anorexique, on est trop gros, on a forcément des crises d'hyperphagie. Qu'est-ce qu'il en est dans la réalité de la clinique, par rapport aux personnes qui viennent vous voir? Est-ce que vraiment il y a forcément quelque chose de visible, on va dire, au niveau du corps? Non, les troubles du comportement alimentaire ne sont pas toujours visibles. Il s'agit vraiment de qu'est-ce qu'on fait de manière comportementale avec l'alimentation. Comment est-ce qu'on investit l'alimentation de manière émotionnelle, au niveau des pensées, c'est-à-dire au niveau cognitif, au niveau de son corps, comment son corps réagit à l'accueil de l'alimentation, à la digestion, enfin à tout ce lien finalement à la nourriture.
Donc ce sont des choses qui ne se voient pas. Combien de patients et patientes j'ai pu, diagnostiquer d'un trouble du comportement alimentaire et qui avaient un IMC, c'est-à-dire un index de masse corporelle totalement normal et qui finalement, dont on n'aurait jamais pu soupçonner quoi que ce soit si on ne posait pas des questions, plus spécifiques, si on ne posait pas, des questions de manière directe et assez frontale comme cela. Mais c'est vrai que, quand il s'agit d'anorexie mentale, ça se perçoit, on peut le deviner, c'est pas toujours très, très clair. Il y a aussi des métabolismes, hein, qui font que les personnes sont en sous-poids. Il ne s'agit pas toujours d'un trouble du comportement alimentaire, donc il faut toujours aussi avoir en tête qu'il peut s'agir de maladies, somatiques, physiques, de questions de corpulence aussi simplement. On est fait tel qu'on est fait, d'os, de chair, de muscles, de plein d'autres choses, donc c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et puis pour les personnes qui sont en surpoids, voilà, très vite, on aurait tendance à dire qu'il y a des troubles du comportement alimentaire. Dans les 3 quarts des cas, on sait qu'il y en a quand même, pas des fois d'une sévérité plutôt variable pour ces personnes-là, mais on sait que, il peut y avoir des gens en surpoids et qui ne présentent pas de troubles du comportement, moyens, sévères et cetera. Donc en fait, on a tous des comportements alimentaires en soi et ça va dépendre de comment est-ce qu'on en souffre? Est-ce que ça affecte notre quotidien? Et c'est pas parce qu'on mange peu qu'on a forcément un trouble, anorexique, mais c'est pas non plus parce qu'on mange beaucoup qu'on peut être boulimique. Ça va dépendre de est-ce que ça apporte une souffrance? Est-ce qu'il y a des réflexions derrière qui sont problématiques? Oui, clairement, qu'est-ce que signifie finalement, ce comportement alimentaire? Il n'y a pas toujours un trouble derrière le comportement alimentaire. Mmh. Et vous, dans votre pratique, est-ce qu'il y a d'autres stéréotypes que vous remarquez beaucoup et qui vous ont marqué ou comment est-ce qu'ils impactent, la vie des patients et des patientes finalement? Oui, il y a un autre, cliché que j'entends souvent dans ma pratique, les personnes qui souffrent de TCA n'aiment pas la nourriture. Soit ils la jettent, soit ils en font n'importe quoi, soit ils la recrachent, soit ils la vomissent, soit finalement, ils n'en consomment que très, très peu. Donc finalement, c'est aussi une manière, entre guillemets, «de gaspiller la nourriture». Au contraire, les personnes qui souffrent, d'un trouble du comportement alimentaire, au départ, ont un plaisir autour de la nourriture, face à la nourriture comme tout le monde, hein. Mais c'est vrai que, la nourriture et le comportement associé correspond plus à un révélateur du mal-être finalement qu'ils, présentent, qu'ils expriment. Le plaisir fait plutôt place à la culpabilité, à la honte, dans la plupart des cas. La spontanéité, elle, face à la nourriture, fait plutôt place, à des calculs, parfois dans l'anorexie mentale ou dans d'autres catégories et fait place aussi au contrôle. Donc quand il y a du contrôle, c'est compliqué d'être dans quelque chose qui est de la notion du plaisir, de se réjouir de manger, de pouvoir partager peut-être un repas en famille, ou avec des amis, des collègues de travail ou des collègues d'études, par exemple. Et paradoxalement, bah, quand ces personnes-là calculent à longueur de journée le nombre de calories issues des aliments ingérés, c'est vrai que ça prend beaucoup d'espace dans la tête, ça prend beaucoup d'énergie. C'est comme si finalement tout tournait autour de la nourriture et c'est vrai que ça c'est dommage parce que ça laisse peu de place finalement à d'autres joies qui font partie de la vie. Ça montre à quel point l'alimentation prend beaucoup de place dans leur vie, dans leur espace psychique, occupe leurs mains, leur corps et puis que finalement, peut-être que c'est en ça, ce qui est intéressant dans la psychothérapie, c'est de pouvoir équilibrer tous ces domaines, de ne pas donner que de l'intérêt à l'alimentation, mais aussi de pouvoir rééquilibrer ces domaines, en partageant plus de moments avec des amis, de pouvoir, peut-être faire, de l'activité physique, régulièrement sans pousser à des limites, sans chercher la performance et cetera. Donc en fait, ce serait retrouver le plaisir qu'ils avaient initialement et qu'ils ont perdu au travers de la maladie et essayer de le rattacher différemment à leur vie. Mmh. Oui, idéalement, oui, c'est vrai que le plaisir, ce serait un des éléments, je dirais, qui nous donne une idée que le trouble, gentiment, se disparaît ou se traite. Mais dans la plupart des cas et dans ma pratique, le plaisir, il est compliqué. C'est une thématique, une notion qui est très, très compliquée, pour ces personnes-là souffrant de troubles du comportement alimentaire. Comme si c'était difficile de pouvoir jouir de choses, plaisantes de la vie, sans culpabilité, sans honte. Maintenant peut-être ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que
De toutes les personnes, par exemple, qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, en tout cas pour ce qui est de l'anorexie, on sait qu'un tiers des patientes, je dis patientes parce que ça reste une majorité, qui sont accompagnées, un tiers vont, guérir de leurs troubles du comportement alimentaire, un tiers avec sur une certaine durée, vont, quand même, se remettre du trouble du comportement alimentaire, mais vont présenter des symptômes résiduels, c'est-à-dire, peut-être une vigilance particulière à l'alimentation, se peser quand même de temps à autre, garder quand même un œil sur ce qui se passe au niveau du corps, au niveau du comportement alimentaire, devront quand même, faire attention à se nourrir, régulièrement, maintenir une certaine structure au niveau de leur comportement alimentaire et puis malheureusement, il y a un tiers qui vont ne pas pouvoir guérir de cette maladie de l'anorexie mentale. Plus le temps avance, plus il est difficile effectivement de le traiter, mais c'est possible, hein, mais ça demande peut-être un peu plus de temps et un certain pourcentage qui ne vont pas guérir de l'anorexie mentale vont même en mourir, en lien avec, leur état de dénutrition. Mmh. Un autre cliché que j'entends aussi souvent dans ma pratique, c'est que c'est souvent la faute de la mère, du père, des parents. Si, un enfant ou un jeune adulte ou un adulte développe, des troubles du comportement alimentaire, ça c'était les anciennes interprétations, qui disaient qu'il y avait un lien, une association très, très forte entre les 2. Aujourd'hui, on sait que l'apparition d'un trouble du comportement alimentaire, en tout cas l'origine, elle est multifactorielle. C'est-à-dire que, on sait que c'est en lien avec, plusieurs éléments. On considère qu'il existe, pour un individu des facteurs de vulnérabilité, un terrain génétique ou biologique, une héritabilité, génétique, de certains troubles du comportement alimentaire, des facteurs qu'on appelle précipitants. Ça peut être un régime alimentaire strict, ça peut être, la phase de l'adolescence, de la puberté, les modifications hormonales, des événements de vie stressants, comme par exemple le harcèlement scolaire. Et puis ça peut être aussi des facteurs de maintien du trouble, comme parfois des déséquilibres au niveau, biologique. Ça peut être aussi, des bénéfices psychologiques et relationnels de finalement des troubles du comportement alimentaire. En conclusion, les parents ne sont pas responsables de la maladie, de leurs enfants ou de l'apparition de cette maladie. Il s'agit d'un ensemble de plusieurs, facteurs qui font que malheureusement à un moment donné, le mal-être, la détresse peut se manifester sous cette forme. Oui, vous en parliez avant, que ça amène aussi quand même une grande culpabilité, une honte, des fois d'en parler avec son entourage et du coup, si on fait un peu un focus sur l'entourage de ces personnes, comment être bienveillante? Comment justement éviter de nourrir ces clichés, si on peut dire ça comme ça, de continuer à les faire perdurer et puis comment être une bonne personne, un bon proche d'une personne, souffrant de TCA, en fait? Alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs pistes qu'on peut prendre. Je dirais une des premières choses, un des premiers réflexes avant d'entrer dans des représentations qui seraient fausses ou des croyances erronées, ce serait plutôt de s'informer. S'informer suffisamment et bien. C'est-à-dire aller chercher l'information là où, on sait qu'elle sera bonne, hein. Elle ne sera pas tirée d'un magazine, de je ne sais où, de je ne sais comment, mais de, par exemple, consulter les sites internet, recommandés par la Confédération suisse, de la santé mentale, par exemple, les associations, de pouvoir aussi, consulter aussi, ça existe pas mal maintenant sur les sites internet des hôpitaux, par exemple, cantonaux, que ce soit de l'hôpital de Lille, de l'hôpital cantonal, de Fribourg ou de Lausanne, n'importe, hein. C'est qu'il y a souvent des conférences qui sont proposées donc et avec grand plaisir et enthousiasme, je pense qu'il faut pouvoir aller pouvoir s'y rendre et puis, souvent sur ces sites internet, on nous oriente vers des podcasts, vers des documentaires, vers des articles de journaux qui sont tout à fait, bons et validés au niveau scientifique. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Bien sûr, après, c'est toujours de trouver qu'est-ce qui paraît être juste, avoir entraîné son esprit critique finalement à toutes ces informations qu'on reçoit via les réseaux sociaux. Et puis ça, c'est aussi peut-être, le travail, en tout cas, je pense des professionnels de la santé mentale, c'est de pouvoir discuter de toutes ces informations, de pouvoir, les dénoncer, les discuter, les partager et puis essayer de trouver quelque chose qui fait du sens, qui semble raisonnable par rapport à cet ensemble d'informations parfois qui sort de nulle part. Donc il y a ça. En plus, ce que je pourrais proposer encore, en plus de tout cela, c'est d'en parler.
d'en parler à n'importe qui, ne pas rester seul finalement avec cette culpabilité, cette honte. Ça peut être vraiment, n'importe qui. Ça peut être un voisin, une voisine, ça peut être un prof d'école, ça peut être une médiatrice scolaire, un médiateur scolaire, un psychologue scolaire. En parler, avec n'importe qui avec qui finalement on pourrait se sentir en confiance, hein, d'aborder un sujet aussi intime que sont les difficultés alimentaires. Ça peut être aussi simplement ouvrir la discussion sur, des thématiques qu'on retrouve chez tout le monde, hein, la satisfaction corporelle. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas toujours très très content de son corps, de certains aspects de son image du corps? Ce serait aussi par exemple de parler des régimes parce que ça fait partie de la vie de tous les jours, ça fait partie des thèmes d'actualité depuis, des décennies et des décennies. Pourquoi pas finalement, se dire: «Ah tiens, j'observe que, tu manges pas de légumes, comment ça se fait?» Enfin voilà, ça peut être une porte très facile, d'entrer dans quelque chose qui est lié de l'alimentation sans forcément aller vers quelque chose, de pathologique. Donc en fait, parce que je sais que parfois on a tendance à avoir peur, si on voit quelqu'un mange peu, on va peut-être éviter le sujet, on va peut-être tout faire pour pas venir sur le sujet, pour pas aborder la question. Donc c'est important de quand même pouvoir en discuter, d'ouvrir la discussion et de laisser un espace pour en discuter. Oui, complètement. Après, ça dépend le lien qu'on a avec cette personne, hein, si on la connaît bien, si c'est plutôt un proche, si c'est un frère ou une sœur, là, c'est encore bien différent. Et c'est aussi parfois aussi de trouver le bon moment, hein, finalement, pour en parler. Pas toutes les situations sont bonnes, à finalement, évoquer, cette question de l'alimentation. Une autre chose, qui pour moi me paraît très, très importante, c'est que, avant d'arriver vers des jugements très, très hâtifs comme ça, en disant: «Oh mais, qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Pourquoi elle mange, pas la viande?» Enfin, c'est de se mettre à la place de ces personnes et de se dire: «Tiens», faire preuve un peu d'empathie, de se dire, ben, jamais personne n'est à l'abri finalement d'une difficulté psychique qui est soit en lien avec les troubles du comportement alimentaire, mais d'autres maladies psychiques. Que ces personnes-là sont en souffrance, à nouveau en détresse psychique et des fois physique et qu'elles sont sensibles à leur image, hein, donc elles sont beaucoup empreintes de doutes, se questionnent beaucoup sur ce qu'elles font, avec toujours une idée parfois de bien faire les choses, hein. Il y a toujours une idée là derrière, une intention bienveillante, mais après c'est la manière, c'est le fonctionnement qui ne permet pas d'adopter des comportements alimentaires appropriés. Ce qui peut aussi être intéressant dans ce genre de clichés ou de représentations que l'on peut avoir, c'est d'éviter d'utiliser des mots parfois un peu blessants à certains moments, certaines périodes de la vie. Éviter finalement d'arriver avec des phrases toutes faites: «Oh mais c'est si facile finalement de manger ce dessert, fais un petit effort, c'est tellement facile, c'est de la nourriture, c'est pas bien grave, ça peut pas faire de mal», hein. Donc toutes ces petites phrases, il faudrait éviter, enfin si on peut et si on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile, éviter de les avoir, de les transmettre. Rester dans quelque chose de l'observation, de la disponibilité, d'une écoute active, bienveillante et puis finalement être dans le soutien de manière générale. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la gravité de la maladie, pour les proches, même pour les thérapeutes, pour les camarades de classe, pour les parents aussi parfois, c'est de rester là à disposition, quand la personne en a vraiment besoin. Donc oui, c'est important de pouvoir, être à l'écoute des gens, de pouvoir, être là pour, avoir un espace pour en discuter et j'imagine que c'est aussi important de pouvoir, si on remarque quoi que ce soit chez une personne, le plus vite possible, les rediriger vers des professionnels pour que ce soit pris en charge rapidement. Tout à fait. On sait que dans les troubles du comportement alimentaire, comme dans d'autres maladies psychiques, plus tôt on détecte les difficultés, les symptômes, plus vite on peut agir, plus vite on peut soigner nos patients, on peut vraiment faire un travail, très efficace. On sait que les premières années d'apparition du trouble du comportement alimentaire sont vraiment très décisives finalement dans l'évolution de la maladie. En termes de promotion et de prévention de la santé, c'est sûr que malheureusement, il faudrait un soutien beaucoup plus important de la part de la confédération, des cantons. Il y a des associations qui existent, mais souvent, peinent à exister, à survivre finalement, mais ça peut exister, hein, ça fonctionne très, très bien dans certains cantons et puis, d'ailleurs, il existe dans le canton de Fribourg plusieurs offres
Par exemple, on sait qu'il y a des offres spécialisées, par exemple à l'université de Fribourg, on sait qu'il y a des conseils psychologiques qui sont possibles pour les étudiants germanophones. Comme il y a des programmes spécialisés pour des étudiants qui parlent allemand, âgés de 14 à 24 ans, souffrant d'hyperphagie boulimique. Donc ça, ce sont des offres qui sont hyper intéressantes et méritent d'être mentionnées. Il y a aussi, par exemple, au RFSM, il y a tout un programme dont vous avez parlé qui s'appelle TRAP, avec, plusieurs offres à la fois individuelles et groupales. Il y a aussi le centre métabolique de l'hôpital cantonal de Fribourg qui offre aussi des prises en charge, individuelles et autour de la problématique de l'obésité. Donc là, on trouve une équipe finalement, multidisciplinaire qui fait du très bon travail, malgré parfois le temps d'attente qui est, je crois, de plus en plus long. Mais dans l'idée, c'est qu'il existe en tout cas des centres spécialisés, des gens formés, mais c'est vrai que, ça reste compliqué au niveau, groupal et puis aussi au niveau, en tout cas plus difficile à mettre en place des prises en charge, on dira de couples, de familles, pour les patients dont un des membres de la famille souffrirait d'un trouble du comportement alimentaire. C'est difficile parce que, quand il s'agit de troubles du comportement alimentaire, on est plutôt dans l'idée d'offrir un suivi pluridisciplinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un seul professionnel de la santé qui bien sûr, il peut amener finalement, sa contribution et puis il peut être, en aide, il peut aider bien entendu, mais on parle plutôt de rendez-vous réguliers chez le médecin, par exemple traitant pour faire des prises de sang, pour, vérifier qu'au niveau physique tout va bien. On parle aussi de prise en charge diététique, on parle de prise en charge psychothérapeutique, on parle de prise en charge parfois, ergothérapeutique ou auprès de thérapeutes spécialisés. Donc c'est souvent ce mixte, ce patchwork de plusieurs thérapies finalement qui fait qu'à un moment donné, on observe les premiers résultats. Et puis il y a des prises en charge qui sont beaucoup plus, variées, on dira plus importantes dans le canton de Vaud, qui a été mis en place par le CHUV, que ce soit, des propositions d'hospitalisation à Saint-Loup, comme des prises en charge des cliniques de jour, par exemple, à Lausanne, comme, une unité de soins ambulatoires à Lausanne aussi spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi une association qui s'appelle ABA, donc association anorexie boulimie, qui est très active dans le canton de Vaud, mais aussi en Suisse romande, qui propose des évaluations, qui propose des thématiques pour les patients, des thématiques aussi pour les proches. Il y a aussi des groupes de parole d'entraide. J'ai pu le voir sur Yverdon, par exemple. Il y a, par exemple, sur le canton de Berne, il y a toute une plateforme qui s'appelle PEP, pepinfo.ch. Donc c'est une association qui travaille en collaboration avec, l'hôpital de Lille, où là on propose clairement, des ateliers, sur le comportement alimentaire, sur l'image de soi, sur des évaluations effectivement, pour savoir si effectivement il y a intérêt à travailler finalement, sur ces troubles du comportement alimentaire, avec proposition de podcasts, de vidéos, documentaires. Enfin, c'est vraiment très, très complet. Heu, Encore faut-il, voilà, arriver au bon moment et au bon endroit. Effectivement, il y a beaucoup de ressources différentes et c'est pas toujours évident de trouver ce qui convient le mieux. Mais ça donne déjà une bonne idée de ce qu'on peut trouver dans le canton de Fribourg et dans les cantons voisins. Donc merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver, donc toutes les ressources qui ont été citées dans ce podcast en description. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Vous avez amené beaucoup d'informations très importantes. Peut-être qu'on peut en retracer 2-3. C'est qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Si on sent qu'on est dans ce genre de souffrance-là, qu'il faut en parler et que quand on est proche de quelqu'un qui souffre de ça, le mieux c'est de pouvoir s'informer aux bons endroits et puis de faire en sorte de ne pas réveiller en fait encore plus cette stigmatisation, mais justement d'utiliser les mots les moins lourds et les moins culpabilisants pour ces personnes. En tout cas, Sonia, on vous remercie de votre présence et puis de vos réponses qui ont été très riches. Et puis, on espère peut-être vous revoir bientôt. Merci en tout cas de l'invitation, c'était un plaisir. À bientôt. Vous la dis pas.